Alors, monsieur Dubuffet, vous voyez que nous allons d'abord nous intéresser à vos symptômes, hein, qui sont violents, je présume. Vous n'êtes pas bien, vous êtes irrité, vous êtes irritable. Ah oui. Vous faites des cauchemars? Ah oui, j'ai énormément de cauchemars, j'ai des angoisses récurrentes, hein, toutes les nuits. Hein. Voilà, je vois, hier, j'ai rêvé que j'étais à la pharmacie. Oui, monsieur Dubuffet. Oui. Si vous le voulez bien, je vais d'abord vous expliquer hein, les 6 points de la cure, hein, et ensuite vous allez me raconter ces choses-là qui vous angoissent terriblement, hein, et qui sont, ça je vous le dis tout de suite, la caractéristique de votre impuissance. Mon impuissance? Politique. Hein, votre impuissance politique. Mon impuissance politique. Vous ne pouvez pas agir, et ça vous énerve, ça vous angoisse. Ah, ça c'est sûr, ça m'énerve. Il faut chercher la cause des causes. La cause des causes. Oui. Quand on a un problème, monsieur Dubuffet, quand on a un mal à soigner, Hippocrate disait « Ne vous en prenez pas aux conséquences, vous ne réglerez jamais le problème. » Logique. Ne vous en prenez même pas aux causes. Ah bon? Non. Il faut chercher la cause qui serait déterminante. Déterminant? Ouais. Celle qui détermine toutes les autres. Et c'est celle-là qu'il nous faut. Pour être en bonne santé, c'est important d'avoir une bonne... Ah, la Constitution. Bon, très bien. Alors, nous allons voir que pour être en bonne santé, nous pourrions écrire une nouvelle constitution. Pourquoi une nouvelle constitution? Pour être en bonne santé, pour nous protéger des abus de pouvoir, pour être en véritable démocratie. Une démocratie, c'est quand le pouvoir est détenu par les pauvres. Par les pauvres? Non, ça c'est pas possible. Les pauvres peuvent pas avoir le pouvoir, c'est impossible. C'est pas dans l'ordre naturel des choses. C'est pourtant déjà arrivé dans l'histoire. C'est même à ce moment-là que le mot de démocratie fut inventé, par des riches, qui méprisaient justement ce renversement naturel, ce renversement de l'ordre naturel des choses, comme vous dites. Hein. Et le mot de démocratie était donc employé dans leur bouche de façon négative. De façon négative, la démocratie. Et oui, le fait que le gouvernement puisse être réalisé par la masse des gens ordinaires, par les petites gens, comme on dit, cela déplaisait aux riches, qui voulaient eux d'un gouvernement oligarchique. Et donc, il rétorquait à tous ceux qui voulaient donner le pouvoir au peuple, « Non mais vous rigolez, on va quand même pas faire une démocratie. Hein » Vous vous souvenez de la phrase de l'abbé Sieyès il y a un instant? Donc, M. Dubuffet, juste après la Révolution française en 1789, le terme de démocratie était employé comme dans l'Antiquité chez Platon, de façon ouvertement péjorative, et donc de façon totalement opposée à un régime représentatif, comme nous l'avons vu. Mais alors c'est exactement l'inverse aujourd'hui. Alors pourquoi les riches nous disent que nous sommes en démocratie, alors que c'est eux qui ont le pouvoir? Et pourquoi ils nous parlent de démocratie représentative, alors que c'est un oxy... alors que ça veut rien dire? J'ai pour vous maintenant une phrase d'un certain Aldous Huxley, dans son livre « Le meilleur des mondes ». Vous connaissez? Vous l'avez lu? Le meilleur des mondes, en tout cas, c'est pas le nôtre. Hein. Mais le livre, vous l'avez lu? Non, je l'ai pas lu. Écoutez, la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement et à Facebook, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Consommation, divertissement, du pain, des jeux et des réseaux sociaux. En latin, panem et circenses. Et fac librum, et twitum, et blogum, et internetum. Ah, c'est pour ça qu'ils disent qu'on est en démocratie, c'est pour qu'on reste bien tranquille dans notre cauchemar climatisé. C'est ça. Mais alors, comment cette inversion de sens s'est-elle produite? Ça s'est fait insidieusement, hein, tout au long des 2 derniers siècles. Puis progressivement, ensuite. Hein. Les possédants, hein, c'est Dubuffet, les possédants? Possédants. Les riches, les ultra-riches, ceux qui possèdent beaucoup de biens, les grands propriétaires terriens, ceux qui ont beaucoup de choses à protéger. Hein, les possédants ont peu à peu compris l'intérêt de ce jeu de dupes. Et surtout, ils ont compris quoi? Ils ont compris sa facilité de mise en œuvre, pour le moins déconcertante. De façon insidieuse. Oui, alors, de façon insidieuse, mais on peut quand même repérer des zones de basculement un peu plus franches. Et je voulais vous parler de l'une d'entre elles, particulièrement révélatrice. Hein, ça se passe au lendemain de la Commune de Paris, en 1871. Le boucher
boucher de la commune. Adolphe Thiers était alors en campagne électorale. Et il est allé trouver les royalistes. Ah oui, ceux qui voulaient restaurer la monarchie. Voilà. Et pour tenter de s'allier avec eux, voici ce qu'il leur a dit. Mes amis, la République démocratique, elle est très supérieure à la monarchie pour le maintien de l'ordre. Sa force contraignante sur la multitude est beaucoup plus grande que celle d'un pouvoir monarchique. Dans une monarchie, en effet, c'est la volonté d'un seul qui mène tout. Et donc cette volonté unique, elle est vulnérable à une contestation de la liberté. Dans une république démocratique, le pouvoir est l'émanation de la volonté générale, laquelle, dans la réalité concrète, c'est celle de la majorité des citoyens. Plus d'insurrection, dès lors, qui puisse se faire théoriquement au nom de la liberté, puisque c'est la liberté elle-même, dans une démocratie, qui fait la loi et qui désigne le pouvoir. Une insurrection sous la République, c'est un attentat contre la République. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, les royalistes? Ah ben, les royalistes, c'est des royalistes. Ils n'ont pas été immédiatement conquis, hein, mais ils ont répondu quelque chose dans le genre Thiers, monsieur Thiers, vous allez bien, vous êtes sûr c'est pas nous qui allons choisir le souverain, c'est la plèbe maintenant qui va le choisir. Vous êtes sûr là de votre technique et de vos vues? Alors Thiers a répondu, mes amis, il nous suffira juste de bien mener, chose très facile, le suffrage universel, pour disposer grâce à lui d'une puissance plénière de commandement. La voilà, la supériorité insigne, inégalable de la République démocratique sur la monarchie, quant à l'essentiel, qui est l'obéissance du grand nombre. Une République démocratique est donc infiniment mieux armée et plus efficace qu'une monarchie pour la protection des biens des possédants. Pour la protection des biens des possédants. Et on peut imaginer, M. Dubuffet, que Thiers a fait sien, s'est approprié cet autre propos de Jean-Jacques Rousseau. Encore Rousseau, mais c'est votre idole. Oui, un peu. Alors écoutez, jamais dans une monarchie, l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince. Dans une république, elle peut aisément le mettre au-dessus des lois. Rien de plus aisé donc dans une république démocratique que de faire de l'État la propriété des propriétaires, et ce sont eux, par conséquent, qui feront les lois. Faire de l'État la propriété des propriétaires, et ce sont eux qui feront les lois. Ah bah c'est clair. C'est les riches qui font la loi. Ça a un nom, ça. Ça s'appelle la plutocratie. La plutocratie. La plutocratie. Toujours concernant le suffrage universel, Monsieur Dubuffet, je voulais vous parler d'un certain Alexis de Tocqueville, un libéral, qui, beaucoup plus tôt, lui, vers 1837, a dit ceci: « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. » Les gens voteront comme on leur dira. Ah, ça c'est bien vu. Ah, c'est pour ça qu'on dit élection piège à con. Depuis toujours, les hommes s'affrontent à des tyrannies, sans relâche. Alors des hommes ont réfléchi, ont mis au point des règles, des lois, des idées, pour ne pas toujours recommencer les mêmes erreurs qui conduisent au pire. Des règles, la séparation des pouvoirs, tout ça. Oui, vous en avez d'autres. Monsieur Dubuffet, voici ce qui est pour moi la première loi concernant le pouvoir. Il ne faut jamais donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Il ne faut jamais donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Oui. Le philosophe Alain, il disait les choses comme ceci, lui: le trait le plus visible dans un homme juste, c'est de ne point vouloir du tout gouverner les autres, et de se gouverner seulement lui-même. Cela décide tout, les pires gouverneront. Mais alors, si je vous suis, dans le système actuel, ceux qui nous gouvernent, ce sont les plus... Allez-y, oui. Les plus arrivistes. Les pires, oui. Mais alors, il ne faut jamais donner le pouvoir à ceux qui le veulent. C'est possible, ça? C'est vrai qu'au premier abord, ça peut un peu résonner comme un mur infranchissable. Mais justement, c'est ça qui va être le socle d'institution qui va pousser les hommes à la vertu. Pousser les hommes à la vertu. Le système actuel, le gouvernement représentatif, met exactement au pouvoir ceux qui l'ont voulu. Donc, les plus vils d'entre nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous expliquer. Une démocratie, une vraie démocratie, c'est un régime politique où il y a l'égalité des droits politiques entre tous les citoyens. C'est-à-dire que chaque citoyen possède exactement la même parcelle de pouvoir politique que son voisin. Un homme, une voix.
Il n'y a pas d'experts. Pas au niveau politique. La démocratie affirme précisément qu'il ne peut pas y avoir de science des affaires politiques, qu'on ne peut avoir qu'un ensemble d'opinions, souvent contradictoires, hein, et c'est ça, M. Dubuffet, qui est la justification en faveur d'un pouvoir de décision qui est partagé. J'ai quand même du mal à admettre qu'il n'y a pas d'experts pour les affaires politiques, économiques, ou même pour creuser un tunnel. Mais les experts existent toujours. Je ne les assassine pas, là. Hein, mais ce n'est pas eux qui prennent la décision politique. Si des experts peuvent indiquer les possibilités de creuser un tunnel ferroviaire sous les Alpes, hein, et d'en préciser tous les détails de sa construction, la décision de creuser ou non un tel tunnel demeure, elle, authentiquement politique et radicalement hors du champ de compétences de ces experts. Hein, et cet exemple peut être étendu à tous les sujets. J'ai une question, M. Dubuffet. Qui expertise les experts? Hein? Je crois que je commence à comprendre. Alors je continue. En plus de voter toutes les lois, chaque citoyen a la même possibilité que son voisin d'accéder à des charges politiques. Aristote disait que être citoyen, c'est forcément être tour à tour gouverné et gouvernant. La participation au pouvoir politique, mais aujourd'hui, le gouvernement représentatif détruit mécaniquement la participation et provoque une apathie politique généralisée. Vous venez d'évoquer les charges politiques. Il y a donc bien des élus, non? Pas vraiment, non. Non, en démocratie, le système de désignation centrale de personnes qui auront une fonction politique est le tirage au sort. Mais vous plaisantez, vous êtes malade. D'ailleurs, c'est pas les rôles. Non, vous êtes le patient, je suis le docteur. Hein, asseyez-vous. Allez. Monsieur Dubuffet, je comprends que ça puisse paraître choquant, hein, déroutant au premier abord. C'est normal. Depuis que vous êtes né, depuis votre plus tendre enfance, on vous rabâche à longueur de journée que élection égale démocratie, élection égale démocratie, élection égale démocratie. Forcément. Je suppose que vous n'aviez jamais entendu parler de cette bête-là concernant la chose politique? Ah non, jamais. Non, le tirage au sort, c'est bon pour la loterie, le loto, la tombola. Eh ben c'est pourtant cette procédure qui va permettre de ne pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent et de se protéger de pratiquement toutes les passions et tous les vices. Le tirage au sort. Montesquieu, regardez bien, disait les choses comme ceci. Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie. Le suffrage par le choix, l'élection, est de celle de l'aristocratie. Le sort est une façon de faire qui n'afflige personne et qui laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie. Et si on tire au sort, on risque de mettre des affreux aux manettes. Des gens peut-être bien pires que nos élus actuels. J'en connais plein, moi, des types qui feraient n'importe quoi. Mais alors, n'importe quoi. C'est étonnant. Ce système a pourtant très bien fonctionné pendant 2 siècles à Athènes et a fait la preuve de très nombreuses vertus. Ils tiraient au sort. Tous les jours. C'était central. C'était un pilier de la démocratie. Monsieur Dubuffet, c'est bizarre. Vous connaissez les assises? Oui. Eh bien, il n'y a pas aux assises des citoyens tirés au sort? Ah bon? Des citoyens tirés au sort qui peuvent envoyer 30 ans en prison des personnes? Alors, on tirerait au sort des citoyens pour faire ça, et on ne pourrait pas faire pareil pour la construction d'un gymnase ou de ronds-points? Ah non, pitié, pas de rond-point. Non, ou s'occuper des espaces verts? Non, ça peut pas marcher. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des fous dans la population, des incompétents en pagaille. Vous croyez que tout le monde est bon, avec tous ces petits dictateurs en puissance? Mais, monsieur Dubuffet, c'est précisément parce que je pense qu'il y a du bon et du mauvais chez chacun que je préfère un système qui va pousser les gens à la vertu plutôt qu'un système qui repose sur les qualités supposées d'un tel ou d'un tel. Non, ça peut pas marcher. Non, je comprends pas. Mais pourquoi? Mais l'erreur que vous commettez, monsieur Dubuffet, qui vous empêche de percevoir la vertu du tirage au sort, c'est quand vous avez dit tout à l'heure aux manettes. Ah oui, aux manettes, aux commandes, quoi. Mais je vous l'ai dit, en démocratie, on ne met personne aux manettes.
puisque la souveraineté se situe au niveau de l'Assemblée populaire. Ah oui. Donc les tirés au sort en démocratie, monsieur Dubuffet, n'ont rien à voir avec les élus d'aujourd'hui. Ce sont vraiment des serviteurs cette fois, et pas des maîtres politiques comme aujourd'hui. Ah, des serviteurs peut-être, mais quand même, ils peuvent être très incompétents ou même voleurs. Au début, les Athéniens, ils avaient les mêmes peurs que vous savez, hein, par rapport à cette idée. Alors ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont continué à réfléchir. Et pour profiter des vertus démocratiques du tirage au sort, hein, ils ont mis au point d'autres institutions pour empêcher les abus. Ça nous amène à la deuxième loi fondamentale sur le pouvoir. Tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Hein. Alain, encore Alain, lui disait les choses comme ça. Ce qui importe, ce n'est pas vraiment l'origine des pouvoirs, ce qui importe, c'est le contrôle continu et efficace que les gouvernés exercent sur les gouvernants. Hein. Vous vous souvenez, tout à l'heure, nous avions mis en évidence que vous n'aviez aucun moyen de contrôle sur vos élus. Je me souviens. Ben, c'est pas du tout pareil en démocratie, concernant les tirés au sort. Hein. Bien. Troisième loi fondamentale sur le pouvoir, bien connue, le pouvoir corrompt toujours. Le pouvoir corrompt toujours. Ça, c'est bien vrai. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? On pourrait faire comme les Athéniens, par exemple, monsieur Dubuffet, et mettre au point un principe tel que des mandats qui seraient courts et qui seraient non renouvelables. Un mandat court et non renouvelable. Pour que personne ne s'abîme dans l'exercice d'une responsabilité. Ça va nous amener ensuite à deux autres principes essentiels. Premièrement, la rotation des charges. Rotation des charges. Ça vous parle un peu? C'est bien. Oui, c'est bien. Et ensuite, l'amateurisme politique. Ah, l'amateurisme politique. C'est ça qu'aujourd'hui, on n'a que des professionnels de la politique, hein, qui cumulent les fonctions, les postes, les indemnités, les mandats. Et vous avez vu pour la loi sur le non-cumul des mandats, ils l'ont repoussé à 2017. À 2017, hein, malgré les promesses électorales. Ils voteront jamais une loi qui ira contre leurs privilèges. Ouais, c'est sûr. Autant demander à une dinde d'avancer la date du repas de Noël. Et ils s'accrochent, ils ne veulent pas partir. Hein. Oh, je me souviens du député, il s'appelait comment? Dupont. À l'époque, c'était le doyen de l'Assemblée. Il avait plus de 80 ans et on lui demandait ce qu'il ferait après son dernier mandat. Et vous savez ce qu'il a répondu? Je serai député toute ma vie et quand je serai mort, je serai sénateur. Et ils ont tout le pouvoir. Tout le pouvoir. Hein. Ils connaissent les techniques pour le conserver. Alors, mesdames et messieurs, en démocratie, on fait autrement. En démocratie, on donne très peu de pouvoir, pas longtemps, et jamais 2 fois de suite. Hein. Comme ça, on se protège au maximum des phénomènes de corruption. Très peu de pouvoir, pas longtemps et jamais 2 fois de suite. Ah, c'est bien. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous faisiez confiance à vos élus. Oui, mais c'est parce que je n'avais pas vraiment le choix. Oui. Ben, monsieur Dubuffet, en démocratie, c'est pas comme ça non plus. Il y a un autre rapport qui doit s'installer entre les citoyens et les magistrats tirés au sort. Les citoyens savent le risque qu'ils prennent en donnant un mandat et ensuite, ils installent un rapport qui n'est pas la confiance, qui est la méfiance, la défiance, la vigilance, le contrôle et le jugement. Le jugement? Oui. Mais moi, on m'a toujours appris que c'était mal de juger. C'est mal de juger votre chat, votre grand-mère, votre frère, votre voisin. Oui, oui, il y a une idée intéressante là. Mais concernant des institutions politiques, concernant la justice, dans ces domaines-là, mais le jugement est requis, monsieur Dubuffet. C'est même quand il n'est pas là que les choses se gâtent. Alain encore, ce cher Alain, il disait ça. Tout pouvoir est méchant dès qu'on le laisse faire, mais tout pouvoir est sage dès qu'il se sent jugé. Tout pouvoir est sage dès qu'ils se sont jugés. C'est pourquoi, monsieur Dubuffet, donnez votre pouvoir. Et dans le cadre des institutions actuelles, donnez tout votre pouvoir et faire confiance par-dessus le marché, c'est une bêtise incommensurable. Ça, c'est Il faut vrai. arrêter ça. Hein. C'est vrai, je m'en rends compte maintenant, c'est pas très prudent. Et non, c'est la pire des choses même. Bien. Monsieur Dubuffet, pour pousser vraiment les gens à être vertueux, en démocratie, beaucoup d'autres institutions existent. Hein? Lesquels?
les tirés au sort, les magistrats tirés au sort, sont révocables à tout moment par les citoyens. Ah oui, je me souviens, vous m'aviez demandé tout à l'heure si on pouvait renvoyer nos élus. Oui. Et je vous ai demandé ensuite si vos élus devaient vous rendre des comptes. Eh bien, en démocratie, les citoyens tirés au sort, quand ils arrivent à la fin de leur mandat, qui est court, ils doivent rendre des comptes. Hein? C'est éprouvant, c'est long, ça se passe devant un tribunal du peuple, à l'issue duquel peut intervenir des punitions et des récompenses et des punitions. Ah bah ça change, hein. Ça change avec aujourd'hui. Hein. Il y a quand même la question de la compétence, non? Bah, la compétence. Vous trouvez vos élus compétents? Un peu, oui. Savez-vous combien de bombes atomiques ces élus soi-disant compétents ont fait péter dans l'atmosphère ou sous l'eau depuis l'année 1945? Non, combien? Plus de 2000. En fait, compétence, moi j'appelle ça de la folie furieuse. Hein? Combien de guerres? Combien de millions de milliards de dollars gaspillés en armes suréquipées, en drones, pendant que des milliards d'hommes crèvent de faim? Hein? Combien de scandales de corruption avérés? Combien de cas de collusion abjecte avec des riches, avec des dictateurs, pour faire élire les élus? Combien de trahisons du bien commun, monsieur Dubuffet? Combien de Wörth, de Bettencourt, de Bernard Tapie, de Guéant, de Jérôme Cahuzac? Est-ce que c'est de la compétence, ça, les Jérôme Cahuzac? Hein? Oui, bien sûr, mais alors quand même, un professeur qui serait élu, il est quand même plus compétent que... Non, il faut... Ça va peut-être pas être simple, monsieur Dubuffet, mais il faut essayer de vous sortir cette idée de la tête. Non, un professeur, un avocat, un vétérinaire, un médecin, un chirurgien capillaire, hein, n'est pas compétent au moment où il vient d'être élu. C'est son travail sur les dossiers qui va le rendre compétent. Hein, comme pourrait l'être un citoyen tiré au sort volontaire. Je pense même que ce citoyen volontaire sera même plus compétent. Pourquoi? L'humilité. L'humilité, c'est important. Il ne va pas se prendre pour je ne sais pas quoi. Il va écouter beaucoup plus les autres, prendre les avis de tout le monde. Vous savez, on ne sort pas ça d'un chapeau. Hein. Il y a eu de nombreux exemples dans le passé d'assemblées de citoyens tirés au sort. Ces assemblées ont toutes montré une extraordinaire capacité à ne pas se laisser influencer par les lobbies. D'accord? L'honnêteté, l'absence de conflit d'intérêts, la transparence, ce sont des caractéristiques beaucoup plus importantes que pour le bien commun qu'une prétendue compétence. Hein? Et puis, franchement, un réalisme élémentaire, monsieur Dubuffet, conduit à constater que personne peut se vanter comme ça de maîtriser un savoir encyclopédique a priori. Oui, mais ce système, il peut fonctionner à une petite échelle. Athènes, c'était une cité, une ville moyenne, quoi. Pas un grand pays comme la France. C'est exactement le contraire. Le contraire? Mais oui. L'élection, monsieur Dubuffet, elle peut fonctionner à la rigueur, non, même pas ici, à la rigueur à très petite échelle, puisqu'elle demande à ce que les gens connaissent l'action et les personnes. Hein? Ça ne fonctionne pas à grande échelle. Vous savez ce que font vos élus tous les jours à Bruxelles et à Paris, vous? C'est le tirage au sort qui, lui, fonctionne à grande échelle, puisqu'il emporte avec lui, à tous les étages politiques, des systèmes de contrôle. Et puis le tirage au sort, c'est mathématique, c'est incorruptible. S'il y a des contrôles. Là où vous avez raison, en revanche, c'est qu'il nous faudrait absolument retrouver un fonctionnement en cité démocratique. Hein? Pour que chaque personne puisse pratiquer son pouvoir politique presque de façon quotidienne, hebdomadaire. Hein? C'est le principe de subsidiarité, la subsidiarité. Tout ce qu'on peut faire au local, on le fait. Hein? Et ça ne s'oppose pas avec un principe cher à certaines personnes, voire à beaucoup de monde, la nation. Non. Grâce à Pierre-Joseph Proudhon, avec son principe de la fédération, hein, et on peut facilement obtenir une nation composée d'une multitude de cités démocratiques. Et avec Internet. Internet? Oui, on a Internet aujourd'hui, c'est peut-être utile. Bien, monsieur Dubuffet, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain pour être en vraie démocratie? Je sais pas, la révolution? Oui, peut-être. Oui, mais avant. Avant la Révolution, il faudrait qu'on prenne tous contact, qu'on reprenne tous contact avec un texte crucial, hein, un texte dont on ne souligne pas assez l'importance à l'école et dans les médias, un texte censé nous protéger des abus de pouvoir. Hein. Monsieur Dubuffet, en début de séance, on a parlé de votre impuissance
politique. Cette impuissance, elle est écrite quelque part. Où? Dans la Constitution française. Oh, mais si elle n'est pas bonne, la Constitution française, ben on n'a qu'à la changer. Bon, eh ben ça nous amène à notre conclusion, qui est, je vous le rappelle, de se demander, ben alors qui peut, mais qui doit écrire une nouvelle Constitution? Parce que, M. Buffet, actuellement, qui écrit la Constitution? Ben, ce sont les élus qui écrivent la Constitution, comme actuellement en Égypte ou en Tunisie. Avec quel résultat, hein, en Égypte et en Tunisie? M. Buffet, nous sommes dans la situation sur la planète entière en ce moment où ce sont les hommes au pouvoir, ce sont les hommes de pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir. Il y a conflit d'intérêts. Oui, ils sont juges et partis. Le pouvoir est confisqué par une minorité. Minorité, oui. Ils ont un intérêt personnel dans les règles qu'ils instituent. Il faut reprendre le contrôle. Il faut reprendre le contrôle et instituer notre puissance à nous, le peuple. Ce n'est pas les élus qui vont le faire. Non, ils n'écriront jamais des règles contre eux-mêmes. C'est à nous d'écrire le texte qu'ils doivent craindre. Il faut fixer les limites de chaque pouvoir sans exception. Il faut socialiser la finance et permettre l'initiative populaire. Par quelle méthode? On pourrait choisir, vous et moi, dans la population, des personnes que l'on juge honnêtes, sensées, désintéressées, capables de bon sens, sans se laisser imposer des candidats des partis. Et parmi ces valeureux seraient choisis les constituants, par tirage au sort, ceux qui seraient chargés de rédiger la Constitution. Attention, ceux qui écriront la Constitution n'écriront pas les règles pour eux-mêmes. Non, 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 non. Ils seront inéligibles aux règles qu'ils instituent. Et ensuite, ils retourneront dans le peuple. Et la Constitution sera soumise au peuple. Par référendum. Parce que... Parce que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et donc il nous faut... Une assemblée constituante, désintéressée, démocratique. Et donc... Tirée au sort.